Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits et d'être présents du coup à ce webinaire intitulé Comment mobiliser au-delà des convaincus. Donc, ce webinaire est co-organisé par l'ARB Occitanie et l'OFB et a pour but d'apporter les solutions, des idées, des ressources et des réponses aux questions des collectivités territoriales engagées dans les démarches Atlas de la biodiversité communale et ou territoire engagé pour la nature. Donc, je me présente, je suis Isor Marfour. Je travaille à l'OFB sur les atlas de la biodiversité communale en qualité de stagiaire dans le cadre de mon master. Donc, avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré, ce qui permettra de communiquer le replay après pour ceux qui n'ont pas pu se libérer pour y assister ou ceux qui souhaiteraient le revisionner. Pour celles et ceux qui n'ont jamais utilisé Zoom, la fonctionnalité micro est désactivée. Mais pour pouvoir échanger, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, que ce soit pendant les interventions ou après, au moment des temps dédiés. Il y aura en tout 3 temps d'échange au cours de ce webinaire. L'outil chat se situe en bas de l'écran Zoom, entre participants et partage d'écran. N'hésitez pas aussi à vous renommer votre pseudo par votre nom et votre commune ou la structure dans laquelle vous êtes. Pour vous renommer, il suffit de cliquer droit sur votre pseudo actuel qui est en bas à gauche de votre écran Zoom. Pour vous renommer, donc, il faut cliquer droit sur le pseudo et cliquer sur renommer. Donc, je vais commencer par faire un rappel du déroulé du webinaire. Donc, tout d'abord, Stéphane Lefebvre de l'OFB nous fera un mot d'introduction relatif au contexte de la planification écologique et de la SNB dans lequel s'inscrit ce webinaire. Nous enchaînerons avec un rappel sur les ABC et le programme TEN qui sera présenté par Delphine Young de l'OFB et Cécile Bedel de l'ARB Occitanie. Ensuite, une présentation par Gaëlle Valentin de l'association du Graine Occitanie avec un rappel sur la notion de mobilisation citoyenne. Puis, vous allez assister à 2 retours d'expérience de 2 communes, donc Grenade et Montbazin, avec Thomas Sanchez, technicien au sein de la commune de Grenade, et Aurélien Dalloz, élu de Montbazin. S'ensuivra une présentation du festival Biovivart par Michael Bensoussan, directrice de l'association. Et nous finirons ce webinaire par un sondage ainsi qu'un rappel sur les dates importantes des prochains événements qui concernent la communauté des collectivités TEN ABC. Lorsque vous avez rempli le formulaire pour vous inscrire, il y avait 2 questions. Déjà, je vous remercie pour vos réponses qui ont toutes été prises en compte. Donc, la première portait sur les freins à la mobilisation citoyenne. Donc là, je vous partage les principales notions qui en sont ressorties. Celle qui revenait le plus souvent était cette notion en fait de déconnexion et du manque de connaissances sur le sujet de la biodiversité de la part du public. Il y avait aussi le manque, ce sentiment en fait de manque de temps, que ce soit de la part du public ou aussi de la part des porteurs de projets. Euh, il y avait aussi le manque de communication et des outils adaptés. Ce sentiment que ce n'est pas une priorité de la part des publics sur la protection de la biodiversité. Euh, ce- Il y avait aussi la notion d'individualisme, les problèmes de financement et de découragement et de perte d'espoir de la part du public. Concernant cette fois-ci, c'est les réponses aux principaux leviers à la mobilisation citoyenne. Donc, on retrouvait souvent la notion de communication efficace dans vos réponses, de sensibiliser à tous les publics, donc grand public, scolaire, services publics, entreprises, associations, au travers notamment de retours d'expériences concrets. Et il y avait aussi la notion de donner envie d'agir au quotidien, de créer du lien social
et de communiquer à travers des événements annexes avec de l'originalité, de faire intervenir les médias ou l'exemplarité des instances politiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc maintenant, on va laisser la parole à Stéphane Lefebvre de l'OFB. Merci Misor, bonjour à toutes et tous. Donc Stéphane Lefebvre, moi je suis responsable du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires à la direction régionale de l'OFB Occitanie. Et donc comme le disait Isor, ce webinaire il s'inscrit dans la planification écologique et dans les objectifs de la stratégie nationale biodiversité à horizon 2030. Juste pour souligner que nous avons un certain nombre d'atlas de biodiversité communale et de territoires reconnus engagés pour la nature en Occitanie et qu'à cet horizon 2030, il va falloir que nous démultiplions par 10 ou 15 l'ensemble des collectivités qui s'engagent. Et du coup, on espère vraiment que ce webinaire, au-delà de la session d'aujourd'hui, avec son replay, permettra de démultiplier ces démarches sur le territoire. Et juste par rapport à ce que nous disait Isor, sur les freins et les leviers, je me dis que c'est bien en s'appuyant sur ce type d'événement comme aujourd'hui, ce petit webinaire et son replay, qu'on va finir par contribuer à l'inverse et donc redonner espoir pour qu'il y ait plus de mobilisation et plus d'engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. Et c'était aussi l'occasion pour moi de souligner tout le travail que fait Isor en lien avec Delphine et avec les divers intervenants pour vous préparer ce petit webinaire d'aujourd'hui. Donc merci à elle et je laisse les collègues poursuivre. Bon, je vais enchaîner avec une présentation rapide parce que vous connaissez déjà très bien le dispositif, hein. Donc, moi, je suis Delphine Young, donc je travaille à la direction régionale Occitanie de l'OFB. Peut-être juste avant d'enchaîner sur la présentation d'ABC, je voulais à nouveau remercier les intervenants qui ont accepté d'intervenir à ce webinaire pour venir nourrir concrètement, on va dire, avec des exemples et des retours d'expérience, les solutions qu'on peut avoir pour améliorer la mobilisation citoyenne. Alors, comme on le sait, un ABC, hein, c'est une démarche qui se décline avec trois volets principaux. Donc, le volet connaissance, le volet mobilisation, on va beaucoup en parler aujourd'hui, et le volet préservation, mise en place d'un plan d'action concret en fin d'ABC pour les collectivités donc engagées dans le dispositif. Je ne vais pas trop revenir dessus, vous connaissez tous déjà très bien le dispositif, mais je voulais réinsister donc sur l'état des lieux, hein, de où on en est du déploiement de ce dispositif à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Occitanie. Donc en France, on a déjà près de 3600 communes couvertes par un ABC. C'est un dispositif aujourd'hui qui permet, un projet peut durer entre 3 et 4 ans. C'est bien sûr une démarche partenariale et une démarche qui vient s'insérer en complémentarité d'autres dispositifs, j'en parlerai tout à l'heure. En Occitanie, on a actuellement 74 projets lauréats, plus de 250 communes couvertes par un ABC actuellement en Occitanie et à ce stade, donc 24 ABC qui sont terminés. Donc sur le site ABC Nature France, vous pouvez retrouver l'ensemble des ABC de France et d'Occitanie pour bénéficier de retours d'expérience concrets. Peut-être de dire que cette année, en fait, il y a une campagne de financement un peu exceptionnelle sur les ABC. On est inclus désormais dans le fonds vert, hein, des financements qui ont été multipliés par 3 par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, il y avait eu 5 millions d'euros et cette année, il y a 15 millions d'euros qui sont déployés sur les ABC. Donc, un dispositif qui se déploie et qui est soutenu financièrement par l'OFB.
de vous dire, puisqu'on va en parler aujourd'hui, que les ABC et les territoires engagés pour la nature, ce sont deux démarches qui se complètent et qui s'articulent, qui peuvent se mener de manière chronologique. On peut réaliser un ABC et puis ensuite s'engager dans la démarche territoire engagé pour la nature que va nous présenter juste après Cécile Bedel, mais ça peut se faire également dans l'autre sens, c'est-à-dire que les engagements qui sont prévus dans territoire engagé pour la nature, dans ces engagements, il peut y avoir la réalisation d'un ABC au sein de ces engagements. Donc les choses sont très souples et très complémentaires. Un ABC donc bénéficie d'un soutien financier, mais également d'une intégration dans un réseau et d'une animation de la part de l'OFB, d'un accompagnement. Territoire engagé pour la nature, Cécile le détaillera tout à l'heure, bénéficie aussi d'un accompagnement très, très de proximité auprès des collectivités qui sont engagées dans ce programme Territoire engagé pour la nature. Et puis Capitale française pour la biodiversité, qui est un concours qui vient récompenser les collectivités qui ont mené des actions concrètes. Voilà, je vais passer la parole à Cécile Bedel qui va vous dire quelques mots sur Territoire engagé pour la nature. Merci. Alors, on va zoomer un petit peu sur l'autre dispositif dont vous faites partie pour beaucoup d'entre vous. Donc, Territoire engagé pour la nature en Occitanie. C'est un programme de reconnaissance qui dure 3 ans. Il est destiné aux communes et aux EPCI, donc seules ces collectivités-là peuvent candidater. Et donc, l'idée, c'est de s'engager dans un programme vers l'avenir, dans une démarche de progrès, à démarrer sous 3 ans. Cette initiative, elle a vraiment pour but de mettre le pied à l'étrier à des collectivités pour qu'elles s'engagent en faveur de la biodiversité, de récompenser aussi, de reconnaître des actions concrètes qui ont un impact direct sur la biodiversité. Et l'idée, c'est qu'elle soit accessible à tout type de collectivités. On a dans notre réseau des toutes petites communes comme des métropoles, des gros EPCI qui peuvent être territoires engagés pour la nature. L'idée, c'est qu'elles fassent toujours mieux, qu'il y ait une démarche d'amélioration continue et pas forcément qu'elles soient très, très ambitieuses. Si elles ne font rien et qu'elles font mieux et qu'elles se lancent dans une démarche de progrès, c'est tout à fait accueilli de manière positive dans le programme Territoire engagé pour la nature. On a une vision sur le long terme, donc on essaye effectivement d'encourager toutes les collectivités à se lancer. Et l'idée, c'est que s'il y a un effet boule de neige, évidemment, que les communes ou les intercommunalités voisines puissent s'inspirer et puis elles aussi démultiplier les actions favorables à la biodiversité. En Occitanie, il y en a 140 qui ont au moins une fois candidaté à Territoire engagé pour la nature, mais le club des reconnus actuellement, ce sont 78 collectivités. Ce qu'apporte TEN, c'est l'accès à un réseau, on en parlait tout à l'heure, comme les ABC. On essaye de mutualiser ces deux réseaux, Territoire engagé pour la nature et ABC, de façon à faire mettre en relation les agents, les élus et pouvoir s'inspirer les uns les autres. Et puis, ça peut permettre aussi de valoriser des expériences qui sont intéressantes, qui sont exemplaires, de les mettre en avant, que ce soit dans des événements nationaux, voire internationaux, puisque certains aussi sont aussi intervenus au Congrès mondial de la nature, et donc d'assurer une meilleure visibilité des choses qui sont positives et qualitatives en faveur de la biodiversité. Donc, on retrouve dans des engagements territoires engagés pour la nature tout un tas de différentes typologies d'actions, dont les ABC, qui peuvent être un point de départ justement pour mettre le pied à l'étrier sur la biodiversité, mais on retrouve également des actions de mobilisation citoyenne. De manière générale, même dans toutes les autres actions, on trouve des actions de sensibilisation, d'information, de communication jusqu'à la mobilisation qui accompagnent des actions concrètes, et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'évolution de territoires engagés pour la nature. Donc, comment candidater? Il suffit de se connecter à la plateforme nationale Territoire engagé pour la nature, de cliquer sur la région qui vous intéresse, en l'occurrence l'Occitanie pour nous, et puis de remplir un questionnaire. Pour une nouvelle candidature, il faudra répondre à 30 questions pour montrer votre démarche de progrès. Et pour une recandidature au terme des 3 ans, il s'agit tout simplement de mettre à jour le programme de 3 actions. Donc,
je laisse mon contact et puis, j'espère que pour ceux qui ne le sont pas encore, cela pourra vous inspirer et effectivement, comme le disait, tout à l'heure, Delphine, à l'issue d'un ABC, c'est toujours, très intéressant de pouvoir concrétiser, les actions qui ressortent de l'ABC et la mobilisation, des territoires dans un territoire engagé pour la nature. On a rencontré d'ailleurs récemment, avant-hier, des collectivités qui ont, transformé l'essai, disons, d'un ABC en un conseil local de biodiversité, par exemple, et pour la mobilisation citoyenne, c'est quelque chose de très concret et d'efficace. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. On va enchaîner directement avec la présentation de Gaëlle Valentin, à qui je laisse le soin de partager son écran et à qui je laisse la parole. Ok, alors, je vérifie avec vous si c'est bon. Super, merci. Donc, je me présente Gaëlle Valentin. Je suis actuellement responsable de pôle au GREN Occitanie, que j'interviens pour apporter quelques éléments de contenu face à cette question qui est plutôt complexe de la mobilisation des convaincus, mais qui néanmoins, en fait, génère de plus en plus d'émulation, hein, que ce soit en Occitanie ou ailleurs, on est un peu nombreux à se dire comment on va aller chercher au-delà des convaincus sur nos enjeux de transition écologique. Donc, pour vous présenter rapidement le GREN, donc c'est le réseau régional d'éducation à l'environnement. On va rassembler en région environ 324 structures qui sont issues d'horizons divers. En fait, il peut s'agir d'associations, mais également d'entreprises, d'institutions, de collectivités territoriales qui vont se rassembler sur ces questions de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation, de l'accompagnement sur les sujets de la transition écologique. Ces structures, elles sont d'horizons variés. Elles peuvent être issues de la protection de la nature, de l'éducation populaire, l'écologie scientifique, la solidarité internationale. Et donc, au travers de cette dynamique de réseau, finalement, on va chercher à rassembler nos compétences, mutualiser nos outils, explorer ensemble des sujets. Et puis, on va aussi on va pouvoir mettre en lien les territoires, les organismes publics et les associations en vue de travailler sur ces enjeux de transition écologique à l'échelle des territoires. On s'appuie aussi au niveau structurel sur des réseaux territoriaux. On en a 6 actuellement en région, donc qui sont des graines à l'échelle des départements ou des territoires de projet. Je vous propose de rentrer directement dans notre sujet de la mobilisation citoyenne. On s'est beaucoup posé la question au fait qu'est-ce que c'est la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup participation citoyenne, mobilisation citoyenne, engagement citoyen. Donc on a cherché un petit peu à définir notre sujet pour pour avoir des repères communs. Donc ça, c'est des éléments de définition qu'on s'est donnés dans le cadre de nos travaux en réseau. Ils sont pas académiques en tant que tels. En tout cas, on a situé la mobilisation citoyenne sur le fait que on cherchait, notre objectif, c'était de faire en sorte que les citoyens agissent, ils passent à l'action. On cherchait en tout cas à ce que ce soit leur engagement en tant qu'individu qui soit recherché. Et puis, on s'est posé la question de l'évaluation. Souvent, l'évaluation, elle nous aiguille beaucoup sur ces éléments de définition. Donc, on s'est dit, si on cherchait à évaluer la mobilisation citoyenne, qu'est-ce qu'on regarderait? Donc, on regarderait la progression, le type d'engagement, la durée de l'engagement des citoyens et puis le nombre à s'être engagés. En contrebalançant ça, on a aussi défini du coup la participation citoyenne. La participation citoyenne, elle va répondre à un objectif qui va être plutôt centré sur la décision, plutôt sur l'orientation d'une politique publique. Ça veut dire que les citoyens qui participent à ces dispositifs-là, effectivement, ça les fait bouger en tant qu'individus, mais ça va pas être l'objectif premier. L'objectif, ça va vraiment être de les associer sur des orientations politiques ou de projets, et on va chercher du coup à mesurer le niveau d'influence du dispositif sur la décision.
Alors, ils marchent ensemble, hein. C'est la mobilisation citoyenne et la participation citoyenne, c'est des choses qui fonctionnent ensemble. On s'est aussi appuyé beaucoup sur un modèle qui a été créé par des sociologues qui s'appelle la méthode de l'ADVP, l'approche éducative. Euh, ce processus-là, il nous explique qu'en fait, chacun d'entre nous, on va s'engager sur des enjeux de transition écologique et que on va passer par certaines étapes et qu'on va passer un processus. On va tout d'abord découvrir que ça existe, c'est-à-dire que avant de m'engager, j'ai besoin de savoir qu'il y a un enjeu, j'ai besoin de me dire, donc au fait, les enjeux de biodiversité, ça existe. Une fois que je suis passée par cette étape-là, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, de me dire, voilà, quel est le problème au fait et que font les autres. Une fois que j'ai passé ces deux étapes-là, je vais commencer à vouloir agir et donc je vais me dire, mais moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc là, je vais avoir besoin qu'on me dise, voilà, plusieurs pistes sur lesquelles je peux agir et puis en fonction de mon envie, mais aussi de ma situation familiale, du territoire sur lequel j'habite, je vais choisir des actions sur lesquelles je veux m'engager. Donc, prenons l'exemple du jardin. Donc, je me dis, voilà, j'ai un jardin chez moi, si je faisais un potager, et puis, une fois que je me suis lancée là-dedans, je vais commencer à réaliser, et puis je vais je vais rencontrer des problèmes. Et donc là, il va falloir que j'agisse sans me décourager. Et souvent, je vais chercher auprès de pairs ou d'autres personnes, des gens qui peuvent m'aider à maintenir mon engagement. Ce que ça nous explique un petit peu ce schéma-là, c'est que si par exemple on fait un stand et que on travaille beaucoup sur la sensibilisation et la compréhension des enjeux, une personne qui par exemple est déjà sensible et a déjà compris les enjeux de biodiversité, elle va pas s'arrêter sur le stand parce que ça va pas répondre à son besoin. Tout comme si, par exemple, je lance une action qui est de l'ordre du faire et de l'engagement, si ces personnes-là n'ont pas été sensibilisées, n'ont pas compris les enjeux, les tenants, les aboutissants d'un sujet, elles ne vont pas forcément venir parce qu'elles n'auront pas encore passé cette étape-là. Je vous ai pris un deuxième élément qui est assez intéressant. Donc ça, c'est le modèle d'un sociologue, pareil, qui est sur la diffusion du changement dans la société. Ce qui nous montre un petit peu ce schéma-là, ce modèle-là, c'est que voilà, souvent, on va nous dire, enfin, on dit, il faut aller chercher les retardataires, les réfractaires et tout ça. Et donc, globalement, on va mettre une énergie assez énorme pour aller chercher ces individus. Alors même qu'on a beaucoup de personnes, hein, vous voyez, jusqu'à la majorité tardive, on a quand même beaucoup de personnes qui sont globalement en capacité d'agir. Ce que ce schéma nous montre aussi, c'est un petit peu qui sont les publics finalement relais sur lesquels on peut s'appuyer. Je vais prendre un exemple autour de l'agriculture. Par exemple, est-ce que un agriculteur qui est conventionnel et qui pourrait être du coup plutôt sur les retardataires et peut-être les réfractaires à certains sujets, est-ce que c'est un innovateur, quelqu'un qui est labellisé Déméter, bio en agriculture biologique depuis 20 ans, qui est la bonne personne pour aller discuter avec cet agriculteur? Ou alors est-ce que c'est justement quelqu'un qui vient de changer ses pratiques et qui est en train justement de réduire sa consommation, son utilisation d'intrants, qui est la bonne personne pour aller discuter avec ce public un petit peu réfractaire qu'on identifie sur nos sujets. Il y a une question de voilà de relais. Voilà, on veut aller chercher les publics en situation de précarité. Ben, peut-être que tout d'abord, on va d'abord travailler avec les personnes qui sont en lien avec eux. On va s'appuyer sur, par exemple, les CCAS et tout ça. Et donc, on va toujours questionner qui est la bonne personne pour aller discuter avec eux. Donc, il me semble que vous avez tous dû recevoir ou vous allez recevoir bientôt un dossier ressources. Donc,
Ce travail-là, on l'a fait en partenariat avec l'ARB et l'OFB, en s'appuyant sur un groupe de travail de 14 associations qui travaillaient sur les enjeux de biodiversité et qui cherchaient à renforcer la mobilisation citoyenne. Donc, on a mené pendant 3 ans des actions de formation, d'accompagnement et puis d'exploration pédagogique pour justement un petit peu questionner cette mobilisation citoyenne et comment la renforcer. On a œuvré pendant 3 ans et on n'est pas arrivé au bout de notre sujet qui est très vaste, hein. Mais néanmoins, ces expériences sur 3 années, elles nous montrent quelques éléments un petit peu clés. Il y a la notion de s'impliquer sur le temps long, c'est-à-dire que oui, la mobilisation citoyenne, il faut en être conscient et je pense que vous l'êtes, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Il faut qu'on puisse être au-delà du one shot et de l'action ponctuelle. Il faut que vraiment ce processus, on le réfléchisse et on le travaille dans le temps. Il faut aussi préparer la mobilisation citoyenne, hein. Si on revient sur le premier schéma que je vous ai montré, ben, il y a bien voilà comment on prépare ce passage à l'action en essayant de respecter les différentes étapes et les besoins de nos publics. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'être sensibilisés, si on les met dans l'action tout de suite, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas se maintenir. S'appuyer sur les acteurs relais du territoire. En fait, il y a quantité d'associations locales qui ont des bénévoles associatifs qui sont dans des formes d'engagement et sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir un effet catalyseur de l'action. Il y a aussi la notion d'aller à la rencontre des publics. Dans notre groupe de travail, il y a beaucoup de structures qui ont mené des actions de porte-à-porte, qui sont allées sur le marché pour finalement voilà, sortir des clous de ce qu'on peut faire habituellement. Ça a beaucoup permis de travailler sur finalement la reconnaissance du projet au niveau du territoire et des habitants. Et puis, il y a eu aussi le fait que, du coup, il y a une relation interpersonnelle qui s'est créée. Si vous réfléchissez 2 minutes, vous, en tant qu'individu, est-ce que vous allez au conseil municipal? Est-ce que vous allez à la fête de l'école? Est-ce que vous allez et que vous vous questionnez, par exemple, sur plusieurs éléments, plusieurs événements sur lesquels vous participez en tant qu'individu ou vous ne participez pas, vous verrez que souvent, le levier de la relation interpersonnelle, il est en top liste des choses qui font que voilà, on va se mobiliser. Si on connaît bien les animateurs, on connaît bien, on a une relation avec eux, on va plus facilement y aller. On a pu repérer aussi l'idée de viser l'engagement volontaire des citoyens. C'est-à-dire que si on arrive avec finalement des actions préconçues et qu'en fait on veut leur faire des actions qui nous semblent logiques, on va dire correctes et qu'il faut faire, et ben c'est peut-être pas celles-là sur lesquelles ils ont envie de s'engager. Est-ce qu'on a vraiment questionné les actions sur lesquelles ils pourraient s'engager? Donc là, il y a aussi sortir du rôle de sachant. Souvent, les personnes font référence au fait qu'elles se sentent pas légitimes pour intervenir ou participer parce que justement, elles se sentent pas assez en maîtrise des sujets. On a pu repérer aussi que voilà, et c'est important d'être humble dans ses ambitions, de calibrer ses objectifs. Voilà, souvent on veut que beaucoup de monde agisse et tout de suite. Et c'est vrai que voilà, plus on va être finalement bien calibrer nos objectifs et nos projets, plus on va avoir de réussite et puis plus en tant que porteur de projet, ça va nous donner l'envie de renforcer ça. Et puis je dirais aussi voilà le besoin de s'appuyer aussi sur des professionnels de l'éducation qui ont en fait des compétences pédagogiques importantes et qui peuvent du coup avoir ce regard un petit peu autour d'outils, de méthodes qui permettent de renforcer la mobilisation citoyenne. Donc ce dossier ressources, voilà, c'est le fruit de 3 années de travail et donc vous allez le recevoir. Il y a des articles de connaissances qui font référence à des éléments qu'on a abordés ensemble à l'instant. Et puis, il y a aussi, du coup, l'ensemble des 14 structures qui font un retour d'expérience
sur les choses qu'elles ont essayées, qu'elles ont expérimentées avec des citoyens. Donc voilà, j'espère qu'il pourra un petit peu nourrir vos réflexions et, et vous accompagner un petit peu sur cette mobilisation citoyenne. Voilà pour moi. Je crois que j'ai réussi à tenir le timing à peu près. Isor, c'est OK? Super, merci beaucoup Gaëlle, c'était très bien. Donc merci pour ces retours un peu sur les notions de mobilisation citoyenne et ces retours d'expérience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, nous avons un temps dédié à vos questions. Donc vous avez le chat à disposition pour nous écrire vos questions. Donc on a une question de Aurélien. Quelle place du sensible et de l'émotionnel dans le processus ADVP? Alors, la place du sensible et de l'émotionnel, elle est majeure hein, dans tout ce qui est éducation. Plus on va travailler, enfin, plus on va finalement générer du lien sensible et de l'émotion autour de ce sujet de la biodiversité, plus les gens vont avoir envie de s'engager. On en parle beaucoup au niveau des enfants. Hein, les enfants seront en contact avec l'environnement et auront eu finalement des émotions de joie, de peur dans le milieu, plus ils seront sensibles et auront envie de protéger la biodiversité. Après, sur ces questions d'approche pédagogique, on répond pas tous au même. Voilà, il y a des gens qui vont avoir besoin d'approches très scientifiques parce que c'est ça qui va leur parler. Il y en a qui ont besoin d'approches créatives, d'autres qui auront besoin d'approches ludiques, d'autres qui mettront par exemple l'importance du groupe, vivre un bon moment avec un groupe d'autres personnes, ça va être ça en fait leur moteur. Et donc c'est un peu ça, comprendre un peu comment votre groupe fonctionne, et puis multiplier les types d'approches, qu'elles soient sensibles dans le milieu, les deux pieds dans l'eau, mais aussi voilà, ludique, scientifique, tout ça, tout ça. Nous avons une dernière question de Betty Bertrand. Est-ce qu'il y a un volet spécifique pour les petites communes rurales qui manquent cruellement de tout, financement personnel, etc.? Alors sur la question du financement des collectivités, pour ma part, peut-être c'est plus une question pour l'OFB ou l'ARB. Nous, voilà, ce projet-là, on l'a mené en tout cas dans le cadre d'un financement de l'ARB Occitanie. Il me semble que dans le cadre des ABC ou des TEN, il y a des axes pour qu'il puisse y avoir de l'action éducative associée au projet. Oui, bah, peut-être. C'est pas ma question. Non, mais ce que je comprends en fait, c'est comment on fait pour mobiliser quand on manque de personnel et de financement. Je pense que c'est ça qui est derrière cette question. Enfin, oui, voilà. Bien sûr, enfin voilà, ça, on pourra y revenir. Bon, c'est sûr que une des solutions, ce peut être effectivement si on décide d'aller au-delà de la mobilisation citoyenne et de s'engager sur aussi un dispositif de connaissance et de passage à l'action. Il y a l'outil que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le dispositif ABC permet à la fois de faire des inventaires, d'améliorer la connaissance sur son territoire et de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est bien un des objectifs majeurs de l'ABC, c'est de quand même mobiliser à la fois les habitants, les entreprises, les acteurs socio-économiques et tous les acteurs qui peuvent avoir un moyen d'action sur la biodiversité de leur territoire. Donc, il y a effectivement ce volet-là qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si Cécile, tu as d'autres solutions financières en tête sur la mobilisation citoyenne.
Alors, côté Adour-Garonne, uniquement, il y a des financements forfaitaires de la part de l'Agence de l'eau pour organiser des chantiers participatifs à hauteur de 2 000 euros. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un lien avec les milieux aquatiques, par exemple, c'est possible. Et ce financement, il est spécifique, par contre, pour les territoires engagés pour la nature. Donc, ça peut être effectivement un chantier participatif, peut être une action de mobilisation citoyenne. Il y en a plusieurs qui ont été menées parmi notamment dans les ABC de toute manière, c'est un des volets, et puis dans les territoires engagés pour la nature en complément également, oui. Et merci Cécile, et je pensais aussi, mais peut-être Stéphane, tu maîtrises mieux que moi, il y a l'appel à projet de l'Agence de l'eau, mobilisation citoyenne et biodiversité de mémoire. Mais je me souviens plus, je crois que c'est l'Agence de l'eau RMC, hein. Oui, ça c'est sur le bassin RMC, c'est l'appel à projet eau et participation citoyenne. Bon, il faut être en lien aussi avec une structure animatrice à l'échelle d'un bassin versant pour pouvoir déposer des projets. Et par rapport à la question posée, ça me fait penser à un prochain webinaire qu'on va organiser aussi en lien avec l'ARB qui va s'adresser aux collectivités qui sont soit dans petites villes de demain, soit dans villages d'avenir. Et ça, c'est des dispositifs financés par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et je pense que là, on a des leviers aussi financiers. Alors, pas aujourd'hui à l'instant T, savoir comment les actionner, mais de nos échanges, ce qu'on est en train de construire, les passerelles entre OFB, ARB et l'ANCT, ça devrait pouvoir nous permettre prochainement de pouvoir répondre un peu mieux à ces questions et où trouver des financements par rapport à ça, quoi. Et La pour compléter, NCT, pardon. pardon, la NCT, elle est plutôt sur des sujets revitalisation des territoires, adaptation au changement climatique. En même temps, là, on tisse les passerelles sur nos sujets Biodiv+. Et du coup, à travers ça, on va peut-être trouver des petits leviers d'action. Oui, du coup, pour compléter sur la partie plutôt personnelle, mais ingénierie, là, pour le coup, Village d'avenir, alors c'était un appel à candidature, mais les villages qui ont été lauréats, donc vraiment en milieu rural, peuvent disposer d'ingénierie à l'échelle du département pour accompagner des projets de revitalisation. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on puisse aussi être en lien avec ces personnes-là pour qu'il s'agisse de travaux aussi favorables à la biodiversité, pourquoi pas de mobilisation. Et enfin, dernier point qui me vient à l'esprit, les communes, et que ce soit des petites communes rurales ou autres, hein, peuvent être motrices dans on va dire, le développement d'aires éducatives sur leur territoire, c'est-à-dire, c'est pas elles qui vont porter le projet rééducatif, hein. Le projet rééducatif, il est porté par un binôme enseignant-structure d'éducation à l'environnement, mais par contre, elles peuvent être motrices en mettant à disposition des terrains communaux, en soumettant l'idée de s'inscrire dans un dispositif aire éducative aux enseignants de leurs écoles, de leur territoire. Et ces dispositifs-là sont financés également. Donc, pour toucher un public scolaire, il y a aussi cet outil-là. Et juste comme on touche les scolaires, on touche les parents. Et du coup, en touchant les parents, hop, on fait du hors les murs, la classe hors les murs, pour reprendre l'expression de Gaël. Et puis, on fait aussi l'ère éducative hors l'ère éducative. Et donc, comment on peut entraîner les parents à toutes ces réflexions et préservation de la biodiversité, quoi. Ça peut être des petits leviers pour démarrer, quoi. Merci beaucoup pour toutes vos questions et les réponses de chacun. Nous allons enchaîner avec le retour d'expérience de Thomas Sanchez, à qui je laisse la parole. Voilà, normalement c'est OK. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Oui, tout à fait. Impeccable. Et le partage d'écran devrait fonctionner. Voilà, donc merci de me donner la parole aujourd'hui. Pour situer Grenade-sur-Garonne, donc on est entre Toulouse et Montauban au nord de la Haute-Garonne. On est une commune de 9000 habitants, donc on est une petite ville et qui fonctionne quand même aussi comme un gros village, on va dire, avec voilà, des gens qui se connaissent et une vie associative assez dense.
Et donc, pour un des éléments de réponse sur comment mobiliser au-delà des convaincus, nous, on a une partie de la réponse, en tout cas, on essaye de faire événement, donc de créer un événement pour mobiliser au-delà des convaincus. Donc, c'est le Festinature à Grenade. C'est notre 3e édition cette année. Ça commence demain soir avec un ciné-débat. Et puis, c'est surtout une journée de mini-festival qui se tiendra dimanche. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je l'ai dit, un mini-festival, c'est-à-dire que c'est une manifestation annuelle avec tout un tas d'activités diverses et variées, avec une thématique centrale qui est celle de l'environnement. Et dedans, on y met tout un tas de choses. On parle de biodiversité, on parle de crise climatique, mais pas forcément que les mauvais côtés, c'est aussi pédagogique. La jeunesse du projet, donc j'ai mis en avant une mise en commun des budgets parce qu'on vient de parler de sous et c'est exactement ça en fait qu'il s'est passé. Donc il y a des élus qui ont des demandes et il y a des services qui ont on va dire pas des problèmes, mais en tout cas des difficultés justement à mobiliser. Ce qui s'est passé, c'est que Grenade était, donc en 2022, quand on a commencé le Festinature, Grenade est lauréat TEN et a des animations prévues, un budget prévu pour des actions TEN. En l'occurrence, c'était avec Arbres et paysages d'OTAN, donc des animations pédagogiques. On était aussi dans le cadre de la mise en œuvre de notre ABC qui est terminée depuis, et on avait donc Nature en Occitanie qui faisait aussi ce genre de choses. Et finalement, on se rend compte qu'on a toujours le même groupe de personnes qui sont dans les associations locales. Et donc, en fait, on touche les convaincus et on n'arrive pas à aller au-delà avec nos démarches d'animation qui sont tout au long de l'année. De l'autre côté, il y a le service culture communication à qui les élus ont commandé une manifestation pour essayer de faire date et de participer de l'attractivité et du développement et de l'animation du territoire. Et finalement, on a proposé de mettre les budgets en commun pour participer à un événement qui s'est basé un peu sur le modèle de la fête de la nature. Pour ceux qui connaissent, donc c'est une association nationale qui propose de faire à tous, collectivités, associations et privés, de proposer sur une semaine donnée des animations gratuites, pédagogiques, ludiques et en pleine nature. Donc on a essayé de faire ça et, et voilà ce qu'on peut dire un peu sur la définition du mini-festival, on va dire. Alors qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On met tout un tas d'actions. Alors évidemment, on a les actions d'animation pédagogique et les actions, on va dire, de spectacle qui sont, qui sont la base. Le pari, c'est en faisant événement, en regroupant dans l'année toutes nos animations et de faire aussi un aspect festif et ludique, c'est d'attirer à la fois les convaincus, ceux qui viennent exprès pour les animations pédagogiques, mais attirer un peu tout le monde et de permettre à chacun de découvrir des choses qu'il ne serait pas venu forcément découvrir s'il n'y avait pas eu un événement un peu marquant sur la commune. Et puis à ça, se sont greffés au fil des années, bon, ça fait que 3 ans, mais se sont greffés des nouvelles thématiques qu'on essaie de pérenniser. Par exemple, des animations sportives, ce n'était pas quelque chose qu'on s'était absolument mis dans le cahier des charges. Toutefois, en cherchant des animations pédagogiques, on est tombé sur Libertree, par exemple, qui est une association de grimpe dans les arbres, qui font aussi des animations pédagogiques, qui en profitent pour faire les deux. Mais on a choisi de se dire chaque année, on fait des animations sportives pour créer un événement aussi qui soit dynamique et on retrouve évidemment le côté ludique. Pareil, les ateliers manuels, c'est quelque chose qui s'est greffé avec la bibliothèque et aussi avec les exposants créateurs. Voilà, donc je pourrais expliquer pourquoi on a décidé, les exposants créateurs, c'était une demande d'élus de faire un petit marché aux fleurs. Et finalement, il y a des stands qui ont dit, ben moi, je vends ça, mais je propose aussi des ateliers pour apprendre à fabriquer des poteries qui sont en l'occurrence des Oya et qui sont en lien direct avec, en l'occurrence, le jardinage, mais aussi le bon
la bonne utilisation de l'eau dans le jardinage. Bon, ce sont des exemples. Dans les thématiques, il reste restauration, exposition. Restauration, c'est pareil. Si on fait le pari d'avoir un événement qui attire du monde, on veut que les gens restent et on veut que ce soit un moment festif. Et donc, la restauration, la buvette, ce sont des choses qui sont importantes parce que sans ça, il y a toute une partie de la population qui ne viendra pas parce que c'est toujours plus agréable d'écouter un concert, de pouvoir manger sur place, de pouvoir boire et prendre l'apéritif sur place. L'exposition, on entend là exposition pédagogique, mais aussi exposition artistique. Ça, c'est un parti pris également. On pourrait se dire, bah voilà, on n'a pas nécessairement besoin d'art. Au-delà de la question philosophique, nous, on organise quand même ça avec le service culture. Et on se dit que l'art, c'est aussi un média et une manière de toucher encore une autre partie de la population. Et puis, tout simplement, on se dit que c'est aussi de l'intérêt général de proposer de l'art dans l'espace public. Et donc, à ce titre, on a fait appel, par exemple, la première année, à un photographe. On essaie toujours, évidemment, de rester le plus possible dans la thématique qui est la nôtre. Et donc, première année, Jean-Claude Tessier, photographe, qui fait des macros qui sont affichés des très grandes, enfin, des grandes bâches de 2 par 3 de macros, d'insectes ou de fleurs, et ça dans l'espace public. Mais ce n'est pas du tout à vocation pédagogique, mais ça met quand même un pied dans le sujet. Et puis les partenaires, alors ce n'est pas une action en soi, mais c'est plus un acteur, mais on a des partenaires qui nous proposent des actions spécifiques. Donc là, dans l'illustration, on voit le ciné-débat qui se tiendra demain soir avec le film Animal de Cyril Dion. Et ça, c'est avec le cinéma L'Entracte. Donc justement, je vais en parler des partenaires et de tous les acteurs et sur qui on s'appuie, là encore, pour faire de la mise en commun des budgets. Nous, mairie, on paye, mais l'idée, c'est, je reviendrai sur les budgets, mais l'idée, c'est quand même de ne pas se surcharger les budgets et de faire avec les budgets de chacun et avec les possibilités de chacun. Je n'ai pas fait énormément de détails, mais je vais détailler chacune des 4 parties. Les services publics, c'est les services municipaux, pour commencer. Donc, mon service projet de ville qui s'occupe entre autres de certaines questions de biodiversité, et puis le service culture-communication, qui fait la partie plus festival, concert, exposition. Ça, c'est une chose, mais après, au fil des années, on a mobilisé d'autres services municipaux qui sont venus se greffer naturellement. Je pense au service sport-jeunesse, le service d'accompagnement scolaire, le centre communal d'action sociale qui a aussi proposé des ateliers. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place plutôt que de tout prendre sur un seul budget. Mais c'est aussi les collègues de la communauté de communes qui vont venir se dégager du temps pour tenir un stand avec le service déchets, recyclage pour parler de compostage. C'est aussi l'office de tourisme qui va organiser une balade sur la thématique de l'eau dans la ville de Grenade. Donc tout ce qu'on peut prendre de près ou de loin qui se rattache à notre thématique, à condition évidemment que ce soit pertinent, on le fait. Et service public, ça a été évoqué tout à l'heure dans une autre intervention, on essaye de travailler au maximum avec les scolaires également. Et l'idée, c'est que même si le festival se tient, alors s'il y a des choses qui se passent en semaine, très bien. Nous, en l'occurrence, cette année, on le fait uniquement sur le week-end. L'idée, c'est qu'il peut y avoir des projets pédagogiques qui sont menés sur plusieurs séances ou tout au long de l'année par les scolaires, par les enseignants. Et puis qu'il y ait un rendu à la fin qui soit visible lors du festival. Donc nous, c'est ça qui se passe. Les prestataires, je ne m'attarde pas dessus, il y en a énormément. J'entends par là, si on fait venir des musiciens, bah, ce sont des prestataires. Si on fait venir un animateur pédagogique, c'est un prestataire, etc. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y revenir. Les associations, j'entends le tissu associatif local. Donc là encore, c'est un moyen de mobiliser quand on n'a pas de ressources. Si on a la chance d'avoir de ressources financières, je veux dire, si on a la chance d'avoir des ressources humaines qui sont là, qui sont dynamiques et qui sont porteuses de projets, bah, pourquoi pas leur laisser la parole, leur laisser un espace, que ce soit sous forme de stand, que ce soit sous forme d'animation sur inscription ou non. Donc là-dessus, nous, à titre d'exemple, on a une association citoyenne qui fait ça, une association qui fait de la réparation, apprendre à réparer son vélo, donc
pour mettre l'accent sur les mobilités douces. Et puis, on a une association de jardiniers avec les jardins partagés. Ça peut être aussi des associations qui, à première vue, n'ont pas de lien direct avec la thématique et qui, pour autant, vont vouloir s'impliquer de manière bénévole. Typiquement, nous, ça va pas être le comité des fêtes qui va tenir la buvette, ça va être l'association de volley. Peu importe, en fait, on va essayer de mettre toutes les forces vives en commun afin de faire en sorte que l'événement se passe au mieux. Et puis les commerçants, je ne sais pas si on en a trop parlé, les commerçants, nous, ils sont là avec la casquette, ils sont représentés avec la casquette artisan créateur ou horticulteur à la base. Et puis, ça va être aussi s'appuyer sur, quand on peut, le réseau local des commerçants qui va participer de la communication et à qui on va proposer, en fait, de participer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut être tout simplement leur dire, ben voilà, nous, on fait cet événement-là. Est-ce que vous souhaitez vous greffer à cet événement en faisant, je ne sais pas, le concours de la plus belle vitrine nature, etc. De, entre guillemets, surfer sur cette dynamique. Encore une fois, pourquoi? Pour faire événement et pour emmener les gens à venir s'inscrire aux ateliers et à participer et à apprendre, alors qu'au départ, ben, peut-être que si ça avait été juste une animation ponctuelle dans l'année, ils ne seraient pas venus. C'est ma Monsieur dernière. Chancel, ouais, comme on est un peu pris par le temps, je ne sais pas Ouais. si vous avez la possibilité de clôturer Ouais, c'est la dernière cette diapositive présentation. Ouais, merci. Merci qui beaucoup. qui parle des limites. Alors, je ne vais pas rester sur toutes les limites. Simplement, celle qui me paraît la plus importante, c'est quand on veut faire événement, c'est l'identité du projet. Donc, un écueil que nous, sur lequel on s'est arrêté la première année, ça a été de se disperser dans l'espace et dans le temps en voulant proposer des choses à divers endroits pendant toute une semaine. Ça s'est fait, mais ce n'était pas identifié spécifiquement comme Festinature. Donc, on a un logo et le logo ne fait pas tout. L'idée, c'est que quand on se met au même endroit pendant un temps défini, on est beaucoup plus identifiable par tous et par toutes. Et on arrive mieux finalement à capter les gens. Donc, l'année dernière, on l'avait déjà un peu mieux fait. Cette année, vraiment, on se concentre dans un jardin et sur une journée. Et je m'en tiendrai là. Et je suis disponible pour vos questions. On a les questions après. Alors, on prendra les questions après le retour d'expérience suivant d'Aurélien Dalloz, à qui je laisse la parole et le soin de prendre, de laisser, de partager son écran. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon sur le partage? Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Parfait. Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélien Dalloz, je suis premier adjoint délégué à la transition écologique de la commune de Montbazin. Alors avant d'approfondir le sujet sur un événement art et nature et comment mobiliser au-delà des convaincus, je voulais vous présenter rapidement la commune qui est située entre Sète et Montpellier, donc une petite commune de 3000 habitants qui détient plus de 2000 hectares et on est fortement concerné par les enjeux biodiversité puisque plus de 50% de notre territoire est concerné par des sites Natura 2000. On a pas mal de NIEF aussi qui sont des beaux acronymes, mais surtout des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. On est très concerné aussi par les plans nationaux d'action sur des espèces à protéger. Et en élément de contexte, on a lancé notre atlas de la biodiversité communale en 2020 et on est reconnu territoire engagé pour la nature également depuis 2020 avec une reconnaissance qui a été reconduite récemment. Alors, pourquoi déjà faire un événement, mais surtout s'intéresser au sujet des garrigues pour un village comme le nôtre? En fait, ça a paru assez évident parce que, en fait, on le sait peu, mais la superficie des garrigues en France, c'est très peu, c'est 0,6% de la surface française. Et pourtant, on y recense près de 35% des espèces végétales, 50% des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, d'insectes. Et pourtant, ces milieux-là sont considérés comme des milieux incultes, souvent par la population, des endroits où on ne peut pas faire d'agriculture, bref, c'est peu considéré. Alors même que ces territoires disposent d'un patrimoine autre que naturel, d'un patrimoine humain, puisqu'auparavant, ces garrigues étaient utilisées pour la culture, la petite culture, pour la vigne, pour l'olivier, pour l'amandier, etc. Et le paysage est parsemé de murets en pierre sèche, mais aussi de capitelles qui sont vraiment des petits bâtis, sans liant, sans mortier,
et qui sont d'ailleurs favorables au patrimoine naturel et notamment à l'entomofaune. Donc ça nous a paru assez évident de nous intéresser aux garrigues, et quand on a lancé la coordination de l'Atlas de la biodiversité intercommunale des garrigues, nous avons souhaité mener de nombreuses animations autour de ces sujets-là, et ça a commencé donc dès 2020-2021 pour perdurer encore cette année, puisque nous sommes en 4e année de notre Atlas de la biodiversité communale, où on a souhaité impliquer, mobiliser les citoyens aussi à travers les inventaires, ça vous devez connaître, et on a utilisé notamment la plateforme iNaturalist pour continuer aussi la dynamique après l'ABC. Ça nous semblait important de pérenniser l'action et l'engagement des gens à recenser la biodiversité du territoire. Donc, je vous ai parlé de notre reconnaissance territoire engagé pour la nature, hein, juste pour vous spécifier que au-delà des 3 premiers engagements qui portaient sur la désartificialisation et la végétalisation en zone urbaine, on a désartificialisé notre cours d'école, on a désartificialisé aussi une partie de notre cours d'eau, on a lancé un plan de gestion différenciée des espaces verts, mais on avait aussi pour ambition de réunir la population autour du patrimoine naturel et culturel du village à travers la création d'un événement qui s'appelle la Fête de la Garrigue. Un événement du coup dédié à cet écosystème-là, qu'on a souhaité vraiment populaire dans l'acception du terme, hein, de réunir l'ensemble des habitants. Il faut comprendre que nous, Montbazin, on est une commune où à la fois il y a les familles anciennes du village qui connaissent le patrimoine, notamment garrigue, et puis les néos, ceux qui viennent de s'installer, qui sont aussi venus là pour le cadre de vie. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de réunir ces 2 milieux-là. Donc l'objectif à travers cet événement, ça a été bien évidemment de valoriser ces patrimoines, d'impliquer l'ensemble des habitants. Donc quand je dis impliquer, c'est même dans la conception et l'organisation de l'événement, de favoriser les échanges entre les citoyens, mais aussi entre les générations, de fédérer aussi les acteurs qui travaillent avec la commune de Montbazin, que ce soit des acteurs en accompagnement technique, comme le CEN Occitanie, comme le syndicat mixte du bassin de Thau, ou encore des acteurs qui nous financent au quotidien, comme la région, le département, l'agglomération. Donc, c'est un événement qui permet aussi de fédérer l'ensemble des forces vives. Et puis, objectif, bien évidemment, de tendre vers l'émerveillement et de faire découvrir la richesse des garrigues. Donc, très rapidement, sur le contenu qu'on a souhaité mettre en œuvre avec 2 principaux partenaires que sont le CPIE Bassin de Thau pour la partie plutôt sortie nature, animation et éducation à l'environnement, et le Festival de Thau, qui est un événement annuel, un festival éco-responsable qui nous appuie sur toute la programmation culturelle et notamment au niveau des concerts. Donc, on souhaite parler à tout le monde, hein, que ce soit les enfants, les ados, les adultes. Donc, il y a des activités pour tous ces publics-là. Ça nous semblait important de ne pas exclure un Montbazinois ou un acteur ou un participant du territoire. L'objectif, c'est aussi du coup, derrière ça, de sensibiliser les publics, mais aussi à les inviter à s'engager concrètement, d'où la présence de tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. On souhaite aussi créer, en termes de contenu, des temps intergénérationnels tout au long de la journée, et bien évidemment des temps festifs, parce que la biodiversité va mal, mais des fois, c'est bien de faire la fête. Alors, je vais vous présenter quelques exemples d'actions qu'on a menées à travers les éditions. Alors, comme Grenade, nous, c'est la 3e édition de la Fête de la Garrigue cette année. Et lors de la première édition, on a lancé quelque chose d'assez facile à faire, qui coûte pratiquement pas d'argent, c'est un concours photo. Et ça permet aussi de capter des gens qui ne venaient pas forcément aux animations de l'ABC des Garrigues. C'est vraiment, encore une fois, simple à mettre en œuvre, hein. On communique 2 mois avant. Et lors de la première édition de la Fête de la Garrigue, on a décerné les prix aux lauréats. Et on avait une exposition qui était présente tout au long du week-end avec des belles photos des Montbazinois sur le patrimoine de la Garrigue. Autre action que l'on mène chaque année, hein, c'est des spectacles pour enfants et un jeu de piste en garrigue. Donc, des spectacles pour enfants, ça permet d'attirer les familles. C'est ce qui permet aussi d'avoir différents temps dans la journée. Et on avait créé un jeu de piste déambulatoire en garrigue avec toutes les associations du village qui se sont engagées à faire des temps. Donc, on pouvait suivre un circuit et les associations étaient présentes sur certains points. Alors, l'association du patrimoine nous parlait du patrimoine des garrigues. L'association Oublie pas de sourire faisait une petite danse avec des enfants handicapés. Voilà, vraiment, on s'appuyait sur les énergies en local. Pour la 2e édition, on s'est appuyé sur les animations de l'ABC des Garrigues. Tout au long de l'année, on a une compagnie qui nous a accompagnés
pour interviewer les gens du village sur les garrigues, sur les oiseaux notamment, et sur les animations qui concernaient les oiseaux. Cette compagnie est venue prendre le pouls et surtout engager des habitants à faire un spectacle de fin d'année, entre guillemets, et un spectacle qui a été restitué pour la fête de la garrigue autour du sujet des murmurations. Les murmurations, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ces grandes réunions, ces grands groupes d'oiseaux qu'on voit notamment à l'automne avec les étourneaux. Et on a fait un spectacle autour de ça, restitué encore une fois pour la fête de la garrigue de l'an dernier. On cherche aussi à donner de l'info. Donc, on fait des conférences lors de cet événement. On avait fait une première conférence avec la LPO Occitanie sur les oiseaux des garrigues. Et l'an dernier, on a fait une conférence avec Philippe Martin. Alors, Philippe Martin, certains d'entre vous doivent le connaître. C'est un naturaliste assez réputé en Occitanie qui a notamment fait de nombreux ouvrages sur la faune et la flore des garrigues. Un moment d'émotion et un moment sensible, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure dans le chat. On travaille avec la LPO Occitanie. Alors, on a la chance d'être à proximité du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac. Et chaque année, on a 1 ou 2 temps où on fait des relâchers d'oiseaux. Et quand j'organise ça, c'est pour aussi donner de l'émotion à des gens. Quand on fait une inauguration, bien sûr, il y a les politiques, il y a les élus, il y a députés, il y a sénateurs. Donc, on leur fait relâcher des oiseaux. Et je peux vous dire qu'il se passe un truc. Là, sur la photo que vous voyez là, c'est une bondrée apivore qui a été relâchée par Josian, le maire de Montbazin. Et je peux vous dire que ça marque et ça engage quelque part. Et ça revient aux échanges qu'on a eus tout à l'heure. Si vous avez la possibilité de mobiliser des centres de sauvegarde à proximité de chez vous, ça peut être des temps assez intéressants et qui mobilisent la population au-delà des convaincus, vraiment, au-delà des gens qui viennent habituellement aux sorties et aux animations nature. Bien sûr, je vous ai parlé de festivités, donc on fait appel à des artistes, des artistes que l'on mobilise avec le Festival d'Auto pour des concerts qui ont lieu le soir et qui permettent d'attirer aussi une autre population, des personnes qui ne sont pas forcément venues dans la journée, mais qu'on va informer sur des stands d'information sur les enjeux de la biodiversité, des garrigues et du patrimoine. Alors, je voulais finir sur un sujet qui me tient à cœur. Dans le cadre de l'ABC des garrigues, il nous restait une petite ligne de financement sur la communication. Et j'ai proposé aux communes de tous les ABC du territoire, donc non seulement l'ABC des garrigues, mais aussi l'ABC des lagunes et l'ABC des faucons, de faire une exposition en s'inspirant de ce que fait la galerie éphémère, ce que fait l'association Incartade lors de la Journée mondiale des zones humides à Villeneuve-les-Maguelones. C'est un événement autour du street art qui est réalisé par Incartade et qui mobilise des artistes dans une maison, une ancienne maison de Saligny, tous les ans. Allez-y, c'est vraiment sympa. Mais par contre, du coup, on a voulu faire à peu près pareil, bien sûr différemment, et on a voulu travailler sur des animaux totémiques de chaque ABC, de chaque commune concernée par les ABC du territoire. Et du coup, les artistes qui habituellement investissent des lieux comme les Salines de Villeneuve-les-Maguelones vont investir les villages des ABC, et notamment la fête de la garrigue, puisqu'on va dans le village avoir une exposition avec des bâches de 3 mètres par 2, avec des œuvres que vous voyez ici. Ici, c'est le lézard ocellé de Montbazin, qui a été réalisé par Dr Ponce. Je vous montre également en exclusivité d'autres images, d'autres illustrations de ces artistes. Là, ici, un hibou grand-duc de Léo Caddy, l'orchis pyramidale de Léa de l'Écluse. Alors, tous ces artistes sont déjà passés à la galerie éphémère et ils seront exposés en vrai, en nature, à Montbazin le 1er juin prochain. Ici, Sébastien Pastor. Alors, bien évidemment, c'est aussi parfois suggéré, c'est figuratif ou pas, c'est chimérique. Mais enfin, moi, je trouve ça très sympa et ça va permettre aussi d'attirer un autre public, là aussi, sous le côté plutôt artistique. Alors, comment on communique sur la fête de la garrigue? Un dernier petit point autour de ça. Assez classiquement, on utilise les réseaux sociaux, on diffuse affiches et flyers dans les communes du bassin de Thau. On utilise aussi les outils, les lettres d'info des collectivités. Cette année, on va travailler avec une radio qui s'appelle l'Écho des Garrigues. Alors, ça tombe bien, le nom va bien. L'Écho des Garrigues qui va nous faire à la fois une communication en amont, mais qui va aussi être présente sur le site tout au long de la journée et qui va animer le site avec notamment la conférence avec les artistes de l'association Incartade que j'ai évoquée tout à l'heure. Et bien sûr, on fait un communiqué de presse
assez classiquement. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je suis disponible, alors on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de temps d'échange, mais n'hésitez pas à me joindre à la fois sur mon mail ou sur les réseaux sociaux. Je réponds avec plaisir, notamment pour essaimer et donner de l'inspiration à d'autres territoires. Merci à vous. Merci beaucoup Aurélien et merci beaucoup aussi à Thomas Sanchez pour vos deux présentations pour la commune de Grenade et de Montbazin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en a une du coup de Julie Chauvin. Quel est le coût approximatif d'un événement comme celui-là? Donc ça s'adressait à Aurélien. Alors, sur la fête de la Garrigue, on est autour de 18 000 euros. C'est pas très cher, parce que quand on fait 30 mètres d'enrobé, on est facilement à quelques dizaines de milliers d'euros aussi. Donc en fait, enfin, il faut comparer les choses. 18 000 euros et on est soutenu financièrement. Donc ça revient pas trop cher à la commune, mais de toute façon, on a un engagement à aller vers la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Donc ça fait partie même de notre programme politique. Donc ça se fera dans tous les cas. Mais voilà, 18 000 euros, parce qu'on fait aussi appel à des concerts de bon niveau avec le Festival d'Auto et bien sûr les artistes, tout comme les associations d'éducation à l'environnement, hein, ça se paye. Nous, on veut payer les associations qui se mobilisent sur la fête de la Garrigue. Je pense que la question aussi peut être intéressante à poser à Thomas. Si, Par rapport au coût, nous, ça va dépendre des années. Encore une fois, l'idée, c'est de mettre en commun les budgets. Mais quand on fait la totalité, on arrive à entre 10 et 13 000 euros. On est capable, encore une fois, hein, en cas de crise budgétaire, de descendre, d'enlever des choses, de garder le minimum. On peut proposer, je pense, une journée, une belle journée de festival comme ça, à 5 000 euros. Mais effectivement, hein, après, euh, ça va être des plus petits groupes, ça va être des choses un peu moins compliquées, mais on peut garder un aspect festif quand même avec une journée à 5 000 euros, ça peut très bien se passer. Peut-être, Monsieur Sanchez, si vous pouvez ajouter le, par qui est soutenu le soutien financier pour l'événement sur Grenade. On n'a pas de subvention sur cet événement. D'accord. On n'a pas encore mobilisé parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, notre démarche, elle était de dire, bah voilà, on est. Alors si, je mens, les premières années, c'était des actions dans le cadre effectivement, Ouais, de l'ABC. de la BC, oui, oui. Donc tout Mm. à fait, on avait un soutien financier, pardon, de Ouais. l'OFB. On avait, si on va par là, également la CATES qui est venue nous faire une animation, donc Nature en Occitanie, pour parler des zones humides et que nous n'avons pas payé, mais parce que eux, ça intervenait dans le cadre de ce qu'ils appellent la mobilisation des acteurs, donc c'est l'agence de l'eau. Euh, voilà. Donc, voilà. Mais nous, on n'a pas fait une démarche encore de demander des subventions sur ce projet. Il y a deux questions peut-être pour enchaîner, puis après on passera la parole à Aurélien. Il y a la question du temps de travail pour l'organisation, que ce soit sur Grenade ou sur Montbazin. Et Madame Bessière nous demande sur la mobilisation dans la durée comme cela a été présenté. Donc le Festinature est organisé chaque année et quelles sont les suites après l'événement? Vous avez constaté que les habitants et partenaires continuent des actions, changent leurs pratiques sur la biodiversité. Voilà. Est-ce que vous arrivez à mesurer ou à sentir les effets de l'événement sur la population locale? Je pense qu'il y a cette question-là. Donc, le temps de travail, les effets de l'événement, puis après, Aurélien, si tu veux intervenir aussi. Ok, bah, rapidement, le temps de travail, nous, ça faisait partie des écueils que j'ai pas développé tout à l'heure. Effectivement, c'est une question super importante parce que c'est pas évidemment notre seule mission. Donc, ben, on jongle, on essaye de dimensionner ça et de se rendre compte du nombre de personnes. Mais après, c'est difficilement quantifiable parce que c'est un peu tous les jours, c'est un peu tout au long de l'année. On s'est rendu compte que pour faire un événement, pour faire une semaine ou même une journée efficace, il faut s'y prendre un an à l'avance. Donc, immédiatement, quand on a terminé le Festinature, on prévoit un comité de pilotage pour se dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché.
quel lieu pour l'année prochaine, quelle date, et on est reparti. Après, je ne sais pas exactement dire sur le temps, combien de temps je passe par jour ou par semaine. Ça, c'est un peu difficile de répondre. Par rapport à la deuxième partie de la question sur la suite de l'événement, nous, tout au long de l'année, on a quand même des démarches. Ça veut dire que dans le cadre de notre ABC qui est terminé, ben, dans nos fiches d'action, on va continuer à accompagner les scolaires avec Nature en Occitanie et de proposer des animations. Donc ça, c'est un exemple de suivi tout au long de l'année. On continue à travailler avec nos associations. Après, notre démarche de festival, c'est justement de faire un one-shot et de faire un flash de mobilisation sur cette journée-là. Toutefois, on se rend compte que des démarches associatives prennent le relais aussi sur le reste de l'année. Donc ça, on s'en rend compte tout simplement avec les demandes des associations. Est-ce qu'on peut organiser ci ou est-ce qu'on peut organiser ça? Voilà. Ok, merci. Aurélien, si tu veux ajouter, répondre à ces deux questions également. Oui, alors pour moi, l'évaluation du temps de travail va être très compliquée parce que, comme je l'ai dit, on fait appel à deux partenaires que sont le CPIE et le Festival d'Auto. Je les ai pas sollicités, mais le temps de travail, il est bien sûr payé, comme je le disais tout à l'heure. Le nôtre, en tant qu'élu, nous, petite commune, on a peu de moyens au niveau technique. Donc, c'est surtout un engagement des élus. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même quelques jours d'organisation et d'implication pour un événement de ce type qui réunit, alors pour la première édition, on a réuni 1000 personnes. Sur la seconde, on n'en a eu que 600, malheureusement, mais on a pris la pluie toute la journée. Donc, on espère remonter cette année. Et par rapport aux suites données quelque part auprès des habitants, oui, on a aujourd'hui des associations locales qui s'engagent plus dans la réalisation de l'événement. Donc, on voit aussi qu'il y a un intérêt. Cette année, la rando nature du matin sera organisée par les associations. Donc, c'est des gens qui prennent du temps pour faire une déambulation en garrigue. Donc, on le voit qu'il y a de l'appétence et du coup un engagement qui se fait dans la durée. Il faut aussi voir la fête de la garrigue. Nous, on l'utilise, entre guillemets, pour ancrer notre action dans la durée sur ces milieux-là. Je vous ai parlé de l'ABC des garrigues tout à l'heure. Nous, on va lancer notre révision du PLU avec un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2031. Et cette fête de la garrigue, elle nous permet de raconter l'histoire. Elle nous permet de donner le fil rouge de pourquoi on va préserver nos espaces, notre cadre de vie, avec un engagement fort qui est issu des données de l'ABC et du plan d'action qu'on va décliner, avec une vraie stratégie foncière, une animation foncière autour de ces enjeux de garrigue que l'on mène avec le CEN Occitanie. Donc, à la fois, ça permet d'impliquer les habitants, mais aussi les partenaires dans la durée et d'expliquer pourquoi on fait tout ça sur les autres actions menées par la commune. Merci beaucoup, Aurélien. Stéphane, une dernière intervention parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, très courte. Juste par rapport au financement, pour ceux qui sont concernés, notamment qui sont en zone de parc naturel régional, en parcs nationaux ou encore avec des sites Natura 2000, les collectivités, vous percevez une dotation par l'État qui s'appelle aménité rurale. Et du coup, ça peut faire une petite part de budget de l'autofinancement que vous pouvez mobiliser sur ces coûts financiers. La deuxième chose, signaler que Fête de la Garrigue, Fête de la Nature, c'est des événements qui vont être assez proches dans le temps et que l'OFB est partenaire de l'association Fête de la Nature, qu'à travers les ABC, il est possible de mobiliser des moyens financiers. C'est ce que nous disait Monsieur Sanchez, mais je le rappelle. Il y a un objectif de passer d'1 million de personnes qui fréquentent Fête de la Nature à 5 millions de personnes. Et donc derrière, des moyens alloués plus conséquemment, ce que disait Delphine en début de webinaire, sur le soutien aux ABC. Et la dernière chose, ça fera une transition avec l'intervenante suivante, c'est qu'on a une enveloppe aussi dédiée à ce type d'événement et notamment pour l'émergence de ce type de festival au niveau de l'OFB. Donc voilà, je le glisse à l'occasion de ce webinaire. Évidemment, nous ne pouvons pas financer, admettons que les 4500 communes d'Occitanie voudraient s'y mettre, les financer les 4500, mais c'est du domaine du possible. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je vais laisser maintenant la parole à Michael Bensoussan qui va nous présenter le festival Biovivart. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, Super. d'accord. Alors,
Voilà, donc moi je vais parler de BioVivart. Donc déjà je vais présenter l'association. Donc moi je suis Michaëlle Bensoussan, je suis la fondatrice de l'association et la directrice de ces activités, dont le festival BioVivart. Donc voilà, l'association BioVivart, c'est les arts vivants et la science au service de la biodiversité. Donc la particularité, c'est que effectivement, donc nous, alors attendez, c'est pas voilà. Nous, on essaye d'allier science et art vivant. Donc, c'est une association qui a pour objectif la médiation culturelle et scientifique pour voilà, alerter et sensibiliser aux enjeux écologiques. Donc, le festival donc, que nous organisons, c'est tous les ans à Alenia, donc dans les Pyrénées-Orientales. C'est fin juillet. Et donc, c'est un événement voilà, festif, convivial. Et l'idée, c'est de mêler intimement les arts vivants et la science. Alors, ça a été déjà évoqué par les deux précédents intervenants, mais c'est vrai que donc, la science, ben, elle est nécessaire parce qu'il faut décrire les faits, expliquer, faire de la pédagogie, donner les vraies infos et ça, je dirais, la base de ce qu'on peut faire au niveau sensibilisation. Mais force est de constater que ben, la science, parfois, ne suffit pas. Les conférences, les ateliers, c'est bien, mais parfois, ça ne suffit pas à sensibiliser, et notamment, comme on le dit dans le thème de de ce webinaire, comment toucher les personnes moins convaincus. Et alors, nous, on s'est dit que les arts vivants, bah, ça permettait aussi de toucher aux émotions, de provoquer de la joie, de la colère, voilà, toutes sortes d'émotions qui font qu'on ne reste pas insensible à ce qu'on a vu. Et l'idée, c'est vraiment d'intriquer ces deux grandes catégories comment dire, d'événements, c'est-à-dire à la fois des activités scientifiques et sur les arts vivants. Donc, c'est 3 jours en fait de spectacles, de conférences, d'ateliers. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de mêler en fait vraiment intimement art vivant et science. Donc, on a dans notre association un comité scientifique, donc avec Gilles Boeuf, donc ancien président du Muséum d'histoire naturelle, Marc-André Sellos, donc qui travaille sur les sols et qui est un grand vulgarisateur, et Florian Kirchner de l'UICN. Donc ça, c'est pour notre caution scientifique. Et puis, l'ambition de l'association, voilà, c'est de se positionner comme un acteur d'éducation à l'environnement et de faire du festival ben, un événement de référence en matière de sensibilisation voilà, aux enjeux de biodiversité et de préservation de la biodiversité. Je, je vais faire un petit focus sur la deuxième édition. Donc, la deuxième édition, c'était l'été dernier, donc du 28 au 30 juillet, juste pour vous illustrer un petit peu de comment on présente, voilà, comment se présente l'événement. Alors, cet événement, l'année dernière, il y avait une thématique sur l'eau. Donc, chaque année, on choisit une thématique et en fonction de cette thématique, c'est comme ça qu'on va sélectionner les spectacles qu'on va inviter. Alors, c'est souvent des compagnies de renommée nationale, voilà, qui viennent d'un peu partout en France et donc qui ont toujours un lien, les spectacles qu'on propose ont toujours un lien avec la thématique. Donc, l'année dernière, c'était sur l'eau en tant qu'écosystème et l'eau en tant que ressource à préserver dans une région, comme vous le savez, qui était et qui est toujours assez sinistrée de ce point de vue-là. Donc, on était dans une actualité brûlante. Et comment ça s'est passé? Ben voilà, on avait à peu près 12 propositions artistiques sur les 3 jours qui pouvaient aller voilà, du stand-up au spectacle de danse en passant par
des concerts, voilà, et puis des formes un peu hybrides. Alors ça, c'est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment parfois enfin, le plus possible de mêler intimement art et science avec un scientifique, par exemple, qui est dans une pièce ou alors une conférence théâtralisée. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au maximum. Et quand c'est pas le cas, quand c'est un spectacle, voilà, pur et qui n'a pas forcément vocation à avoir un discours pédagogique, on fait toujours un bord de plateau, c'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, un scientifique vient et entame une discussion avec les artistes et avec le public, et sachant que souvent le scientifique lui-même n'a pas vu la pièce avant et il la découvre en même temps que le public. Donc ça donne lieu, là encore, à beaucoup de discussions, d'émotions, et c'est assez puissant aussi au niveau de l'impact et de la sensibilisation d'avoir cette alliance en fait entre ces deux disciplines. Voilà, là je passe vite sur les scientifiques qui étaient là l'année dernière. Il y avait des scientifiques nationaux, mais il y avait aussi Pascal Roman qui travaille sur le littoral des Pyrénées-Orientales. Voilà. Là, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a une chercheuse qui s'appelle Gabrielle Boulot qui travaille sur les politiques de l'eau, qui a travaillé en amont du festival avec une compagnie, qui s'appelle la Compagnie du Singe Debout. Ils ont travaillé ensemble et ils ont proposé lors de l'événement une création inédite qu'ils ont présentée pour le festival Biovivart et qui maintenant est une pièce qui tourne voilà, nationalement et qui a été créée pour Biovivart, mais qui a une existence propre maintenant en dehors du festival. On a aussi créé un prix Biovivart des jeunes auteurs, hein, c'est-à-dire qu'on fait un concours d'écriture pour des jeunes auteurs. Alors ça, c'est une façon pour nous aussi de donner la parole à la jeune génération et de leur laisser s'exprimer sur comment ils vivent la crise environnementale et climatique. Ça, c'est très important aussi pour nous parce que ça permet justement de changer les imaginaires aussi comment dire, d'influencer peut-être le comportement et les consciences des festivaliers et des gens et du public, voilà, qui voient des choses un petit peu différentes de ce qu'ils peuvent voir d'habitude. On essaye aussi de mettre au maximum des ateliers participatifs. Donc l'année dernière, on a fait venir la fresque de l'eau et la fresque de la biodiversité. Et puis, bah, comme disaient les intervenants précédents, bah, c'est surtout une grande aventure humaine et une fête. Et ça, c'est très important aussi d'alerter, c'est bien, informer, c'est bien, mais il faut aussi émerveiller et puis provoquer de la joie et des émotions positives pour espérer donner envie. En tout cas, c'est ce que nous, on pense. Au niveau fréquentation, donc à la deuxième édition, on a eu 1273 entrées. Donc c'était 15% de plus que la première édition, la première année, en 2022. On a aussi, alors on se pose beaucoup la question de l'impact de ce qu'on fait parce que c'est toujours difficile à quantifier. Donc l'année dernière, on a mis en place un questionnaire de satisfaction, disons, pour récolter les impressions et les remarques des festivaliers. Et c'était assez intéressant parce que bah voilà, on a eu des réactions très positives. Vous avez quelques verbatim là. Et puis, on a aussi des suggestions. Donc, ça nous motive aussi à changer les formats, à proposer d'autres choses. Voilà, ça nous donne des idées. Et ça, c'est important pour nous de faire ça.
On a aussi quelque chose que je voulais pointer, c'est que les intervenants qui viennent, donc que ce soit les scientifiques, les artistes, les compagnies et toutes les personnes qui viennent pour proposer des choses au festival, c'est souvent des gens qui restent toute la durée du festival et qui sont très impliqués. Et il y a vraiment une très grande un très grand dialogue entre souvent les artistes, les experts, même les techniciens et les bénévoles. Enfin, c'est vraiment un espace d'échange très, très fertile et intéressant. Voilà, là, je parlais un peu des bénévoles, mais c'est hyper important. Là, je voulais vraiment les mettre en avant parce qu'on a 40 bénévoles archi motivés qui, sans eux, l'événement ne pourrait pas avoir lieu, donc qui accomplissent toutes les tâches nécessaires à la réalisation de l'événement. Au niveau bilan financier et communication, donc on a eu le soutien de 6 organismes publics, de 4 fondations d'entreprises. On est partenaire de la ville d'Alenia qui nous accueille, de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. On a un partenariat aussi avec France Bleu Roussillon. On a eu pas mal de presse, de la presse locale, de la presse nationale et un petit peu plus spécialisée dans l'environnement. Et on essaye d'être un festival éco-responsable, c'est-à-dire que voilà, on a notamment une restauration avec des menus végétariens, de la nourriture bio locale de saison, sans vaisselle jetable ni bouteilles en plastique. Voilà, on essaye d'être aligné. Et pour les perspectives, donc voilà, on prépare la 3e édition qui aura lieu fin juillet, du 26 au 30, toujours à Alenia, sur une thématique qui sera sur les insectes et les oiseaux. Ce qu'on voudrait cette année, c'est justement une rencontre avec un plus large public, puisque dans les écueils, ben, il y a ce qu'on évoque depuis le début, c'est-à-dire comment mobiliser des gens qui sont un peu loin de ces préoccupations-là. Donc là, on va aller chercher par exemple les jeunes des centres de loisirs et on va essayer aussi tout au long de l'année peut-être de faire d'autres actions auprès des scolaires, auprès pourquoi pas d'entreprises, en proposant des petits biovivards, des petits modules de sensibilisation. Et puis, cette année, la grande nouveauté aussi, c'est qu'on accueille un forum des associations locales, des associations naturalistes en lien avec notre thème, donc des associations de protection de l'environnement, donc la LPO 66 pour les oiseaux, on a Insectes et Nature, on a la Charbonnière qui est une association aussi qui recueille des animaux. Voilà, et on aura aussi des ateliers en fait des ateliers artistiques. Voilà, là c'est pour vous montrer un petit peu l'ambiance de l'an dernier. Donc avec là on a Frédéric Ferrer qui est un artiste qui fait des conférences voilà, dans toute la France sur des sujets écologiques en particulier. On a un concert. Je vois que le temps passe vite, Michael. Désolée d'intervenir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de terminer Voilà, votre... oui, voilà, c'est la fin en fait. Merci. Donc, voilà, là, je voulais juste montrer un petit peu l'ensemble de nos soutiens et dire que voilà, vous montrer l'affiche de l'année prochaine et sur la thématique des insectes et des oiseaux avec ce que je vous ai décrit. Donc là, c'est le programme donc, sur les 3 jours. Et donc plusieurs spectacles, à la fois des concerts, du théâtre, des conférences théâtralisées, et puis plusieurs experts de référence, donc avec voilà, Samuel Jolivet qui viendra de l'OPI, des chercheurs dans les différents domaines, mais que vous pouvez retrouver tout le programme sur notre site internet, donc biovivard.fr. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup pour cette intervention. Il est 12h31, vous voyez, on a une petite minute de retard. Bon, il n'y avait pas forcément de questions dans le chat précis sur votre intervention, mais il y a tout à fait la possibilité de recontacter, hein, comme le disait Aurélien, les intervenants a posteriori, hein, si vous avez des questions précises sur les différentes interventions.
Peut-être moi je vois une question en suspens, mais peut-être qu'on pourra vous transmettre des ressources là-dessus par l'intermédiaire de Gaëlle. Quelque chose qui a été évoqué dans le chat auquel on n'a pas vraiment répondu, c'est la question de l'évaluation du passage à l'action. C'est-à-dire après un vaste débat, hein, là on a évoqué la question de la satisfaction, hein, des questionnaires de satisfaction sur les événements comme ça a été évoqué là avec Michael ou d'autres, mais bah, il y a un vaste défi encore qui est devant nous, c'est la question de comment on évalue le passage à l'action post-mobilisation. Mais voilà, on verra si on trouve des choses à vous transmettre là-dessus, des ressources. C'était Madame Bessière hein, qui avait évoqué ce sujet-là sur le chat. Peut-être Stéphane, avant qu'on dise le mot de la fin, mais je te demande d'être très court parce que voilà, j'aimerais bien qu'on s'engage à être ponctuel. Juste par rapport à l'intervention de Michael Bensoussan, je pense que vous l'avez pas précisé, Michael, mais je pense que les participants pourraient revenir vers vous, parce qu'une des actions que vous développez avec l'association, c'est aussi de l'aide, voilà, sous forme de prestation hein, auprès de collectivités qui voudraient s'engager dans le déploiement d'un festival BioVivart sur leur territoire. Oui, tout à fait. J'espère que BioVivart pourra faire des petits. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation, ce qui a permis de dynamiser du coup, ce webinaire et d'apporter une réflexion intéressante autour de la mobilisation citoyenne. Merci aussi à tous les intervenants d'avoir pu se libérer, d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Et, et je vais donc vous partager juste en fait les prochains événements qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc voilà. Avec un événement qui est encore à confirmer sur la commune de Cugnot, hein, c'est en cours de confirmation. Mais voilà, on vous enverra toutes ces dates, de toute façon, en post-webinaire, ainsi qu'une petite enquête de satisfaction. Et puis, voilà, bah, écoutez, de toute façon, on vous transmettra l'ensemble des PowerPoint ainsi que l'enregistrement du webinaire. N'hésitez pas à le diffuser à toutes les structures ou personnes qui pourraient être intéressées. Et puis, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Rien là. de plus pour moi. Ben, merci beaucoup à tous et puis bon appétit. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Je vais